ce petit frisson, je devrais dire, cette sensation de moment critique dans la semaine, celui où nous sommes, comment je dirais ça, en direct sur Facebook, à une tasse de tech, n'est-ce pas, avec notre panneau d'ouverture bien rouge. Le moment où Encore je me faut-il demande aimer le rouge. toujours, toi, tu vois les indicateurs, moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe, alors je t'écoute et je m'abreuve de ta voix. Bonjour Alain McKenna, content de vous Roger, parler. bonjour, comment ça va? Ça va très bien, un peu décalé encore? Est-ce Ouais, que c'est... moi c'est pas super. J'ai dormi, parce qu'évidemment, on était à Vienne la semaine dernière pour un événement Huawei. J'ai dormi quasiment tout le long dans l'avion. Oh, quand même, le vol de retour? À partir de là, c'est pas un gros problème. Ouais, c'était un bon 8 heures, là, le vol. Je pense qu'il fallait Quand pédaler, puis l'avion même! avançait pas vite. Wow! Mais ça s'est très bien passé. J'ai ramené d'ailleurs un visuel, je vais vous le montrer parce que ça vaut la peine, de ce qui était le clou de la journée, de la soirée, de la semaine même, de cet élément. On vous parlait la semaine dernière d'ailleurs dans notre expresso de tech, de ce lipstick, les écouteurs en forme de rouge à lèvres de Huawei. C'est très drôle parce que j'avais les photos, j'ai pris des photos du lipstick de Huawei Mhm. et j'ai fait une recherche dans Google Photos pour retrouver mes photos en tapant lipstick. Et oui, on a confondu, l'intelligence artificielle de Google a confondu la photo d'écouteurs rouges dans un étui qui ressemble à un étui de rouge à lèvres à du vrai rouge à lèvres. Alors, l'effet est réussi visuellement. La confusion entre les écouteurs, lipstick et, comme tu l'as si bien dit, probablement que quelqu'un pourrait se tromper et se mettre du rouge à lèvres dans Du l'oreille. rouge à lèvres dans l'oreille, ça serait une grosse erreur. Tu sais que du rouge à Je lèvres, normalement, on se procure ça à la pharmacie et que comme nous sommes en 2021, nous pouvons acheter des produits de pharmacie en ligne grâce à des compagnies comme Medzi, M-E-D-Z-Y, qui est une start-up qui a été fondée, qui a été mise en ligne il y a 18 mois et on reçoit aujourd'hui sa cofondatrice, Sonia Boutin, qui va venir nous parler de Medzi et comment on peut commander ces médicaments en ligne au Québec en 2021. Medzi, c'est une start-up. Ils viennent de récolter 2,3 millions de dollars pour améliorer leur plateforme, prendre de l'expansion, un paquet de choses comme ça. On va en parler tout à l'heure. Euh, Ensuite, je ne sais pas si tu as ta grosse machine sous les mains. Moi, j'ai la mienne. J'ai ce Oui. bidule, et là, je le tiens à l'envers, évidemment. Ce MacBook Pro qui vient d'être lancé. Pascal a le Surface Laptop Studio. Ce sont les deux produits haut de gamme d'Apple et de Microsoft qui sont commercialisés cet automne. C'est deux belles bêtes, disons-le comme ça. Moi, je ne vous dirais pas le MacBook Pro, c'est vraiment plus qu'une machine. On va vous en parler plus tard, mais d'abord, Pascal, est-ce que tu présentes nos commanditaires? Oui, le partenariat de café avec une tasse de tech, notre nouvelle machine Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grains en boisson caféinée ou pas de votre choix. L'affichage a un écran tactile assez fantastique. En fait, c'est pas tactile, mais il y a des boutons sur le côté, c'est très visuel. On voit les boissons qu'on peut se préparer. On peut ajuster précisément la quantité de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre. Le nettoyage est super simple de l'appareil si on se fait des cafés au lait et ainsi de suite. Et il y a même une petite chute pour mettre du café en grains si jamais on veut se faire du café moulu. Café moulu. Donc, si on veut se faire du café moulu, si on a du café décaféiné l'après-midi ou un autre type de café qu'on veut boire, on peut le faire. Je tripe solide. Et d'ailleurs, je vais prendre une délicieuse tasse de café. Et leur salle de montre, c'est distribué par Edica. Si vous avez l'occasion de la voir, ils l'appellent le laboratoire. C'est pas pour rien. C'est absolument magnifique là-bas. Ouais. On remercie aussi nos autres commanditaires pour la saison, GoDaddy, TELUS et le Santec. Le Santec qui est l'accélérateur de l'ETF, affilié à l'ETF, l'École de technologie supérieure à Montréal, euh, qui, mon Dieu, comment je dirais ça, est un condensé, non, un espresso. J'essaie de faire le lien avec l'espresso, mais cette fois-ci, je pense que je n'y arriverai pas. Mais c'est vraiment l'essentiel, ce substantifique moelle de l'innovation technologique à Montréal. Donc, le Santec, on les remercie. Euh, on a parlé de Huawei. Une grosse semaine, Oui. hein? Nous, on est revenu, c'est ça, on a un peu, avec le décalage et tout, j'ai l'impression qu'il me manque une journée dans ma semaine, mais il y a eu du stock cette semaine, alors on va tout de suite parler d'actualité. Actualité Écoute, qui, est-ce que tu permets? Je vais juste préciser parce que les gens, depuis que je suis revenu, j'ai dit que c'est pour. Je suis allé pour un événement de Huawei. Tout le monde me oui, demande, puis le nouveau téléphone. Malheureusement, le téléphone qui a été annoncé à l'événement, c'est le Nova 9. Ils ne seront pas distribués au Canada. Mais ce qui s'en vient au Canada sous peu, c'est des moniteurs, un moniteur de 34 pouces de diagonale pour le gaming courbé que j'ai bien hâte d'essayer, qui est magnifique. Un moniteur de 28 pouces plus axé photographie, plus stylé. Donc, c'est
beaux grands moniteurs qu'on a pu voir à Vienne dans leur boutique expérience. Et ce qui s'en vient aussi, c'est les nouvelles Watch, les Watch 3, qui ont une super bonne autonomie. C'est une très, très belle alternative à la montre d'Apple qui dure une journée et quelques Je tout dirais au surtout la plus. montre de Côté Android. Samsung qui est une montre plus ou moins Wear OS, plus ou moins universelle aussi, qui est un produit plus axé sur les produits Android. Même si Huawei, finalement, n'a plus vraiment d'enseigne dans le niveau, au niveau des plateformes mobiles, mais effectivement, c'est un nouveau produit dans ce créneau très. Je ne sais pas si c'est un créneau très lucratif pour Samsung, par contre, mais effectivement, Apple fait beaucoup d'argent, donc c'est effectivement un concurrent qui s'en vient dans ce. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je On a pense hâte qu'on va pouvoir d'essayer les les essayer, même produits. on On pourrait devrait les peut-être en recevoir. reparler. Ben oui, Ouais. on Cool. va en Pour les parler actus, plus. rapidement, présenté par InfoBref, l'infolette qui vous informe en quelques minutes à peine de tout ce que vous devez savoir dans la journée, matin et soir. Visitez infobref.com pour vous abonner, c'est gratuit. C'est d'ailleurs très intéressant et informatif. Parlant de choses, mon Dieu, je ne vais pas dire informatives, mais de choses qui s'en viennent de l'actualité technologique, il y a cet après-midi à 13h, ce jeudi, euh, l'événement Facebook Connect, où on va en apprendre plus sur le métavers de Facebook. C'est comme la conférence annuelle de Facebook, et cette année, elle est consacrée à cet univers numérique, mon Dieu, augmenté, la matrice façon Facebook, disons-le comme ça, où on va vraiment savoir comment. En fait, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a vraiment des ambitions. Il veut être perçu comme le gars, la personne, l'inventeur de cette, appelons ça de l'Internet 2.0, où on va enfiler un casque et des écouteurs et on va s'envoyer son jumeau numérique, son avatar, sa version virtuelle dans un univers qui va recopier, j'imagine, le monde réel. J'ai hâte de voir. Si ça vous intrigue, allez voir ça sur facebookconnect.com. On va suivre ça, puis on va y revenir certainement ici à une tasse de tech. Ce métavers, il y a déjà des startups, dont une qui s'appelle Earth 2, donc Terre 2, qui s'acharne à cartographier la planète pour la numériser et en faire un environnement virtuel. On se rappelle le Second Life, qui était un gros succès dans la décennie passée. Mais tu sais, quand on y pense, le métavers, c'est une version en réalité augmentée des chat rooms, toutes les salles de réunion, tous les sites où tu rentrais, les GeoCities, où c'était supposément une reproduction d'une ville. C'est une version où tu te déplaces en personne, mais ça reste des expériences que j'ai déjà vécues à plusieurs reprises dans des Dans les événements comme derniers ça. mois, Oculus a aussi créé deux environnements. Un pour les rencontres plus informelles, c'est une espèce de hall de cinéma où là, on a différentes pièces, on peut faire des activités en groupe, Oui. virtuellement, dans un environnement virtuel, et aussi son espèce de workrooms, je pense, qui représente un bureau virtuel dans lequel on arrive, on peut recréer son laptop et on peut partager du contenu comme si on était au bureau, mais de façon virtuelle, avec les coéquipiers qui restent chacun chez soi, mais en présence virtuelle. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne ou à quel point les gens l'utilisent. Moi, j'aimerais ça l'utiliser avec des collègues, mais je suis le seul au devoir qui a un casque. Donc, c'est un peu ça la barrière. J'ai hâte de voir ce que Facebook va nous présenter cet après-midi, parce que ça pourrait être gros ou ça pourrait être un flop. C'est ça, si on dévoile un casque à prix très, très abordable, là, quelque chose genre 150 achetez-le, vous connectez, là, ça pourrait faire un effet incroyable. Moi, ce que je trouve de ces trucs-là, pour avoir essayé le casque Oculus Quest, le Rift, le dernier modèle, je suis allé dans les salles comme ça et l'âge moyen, sérieusement, c'était 8 ans peut-être. Là. Ça reste un On jouet pour parle les vraiment là, quand on voit les bonhommes qui sautent partout, là, puis mais là, littéralement, tu entends des enfants qui s'engueulent. Non, passe-moi le casque, donne-moi le casque. Puis ça court partout, puis ça n'a aucune idée de ce que ça fait là. Puis là, je me dis, OK, c'est Facebook qui veut viser les jeunes, les plus jeunes avec sa nouvelle stratégie. C'est ce qui rassure, comme les jeunes s'en vont vers TikTok, Facebook veut ramener les jeunes. Est-ce qu'on va aller chercher les jeunes dans des univers virtuels où, je vois l'exemple de faire du ramen virtuel. Je me dis, mais est-ce qu'un adulte va vouloir faire ça? Non, non. Plus que 14 ans, tu décroches, là, tu ne feras pas du ramen virtuel avec tes lunettes de réalité augmentée. Ça va être intéressant de suivre ça. Je pense pas, là. Non, effectivement, oui, tout à fait, puis il y a des questions à poser, mais on va voir, en tout cas. Ils ont des sous, ils ont l'ambition, on va voir ce que ça va donner. Parlant de gens qui ont des sous et de l'ambition, Google a une nouvelle plateforme, une nouvelle vitrine d'actualité avec des partenaires qui vont être rémunérés pour leur présence sur cette plateforme-là. Oui, c'est une bonne chose pour contrer la désinformation. C'est
qu'une vitrine disponible qui est disponible sur le web qui permet d'avoir des articles de plus de 1000 médias dans le monde, dont plusieurs médias canadiens et québécois, entre autres Le Devoir, les coops de l'information qui ont Le Soleil et compagnie, Le Devoir, Métro-Média, Le Devoir, j'ai mentionné. Métro-Média, c'est un partenariat qui fait partie d'un investissement d'1 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas énorme pour Google, c'est de la petite monnaie, là. Ben, c'est Mais, ridicule, mais c'est vrai. mais c'est pour des médias, ça fait une grosse différence. Ouais. L'avantage du programme, c'est que dans ce programme-là, les liens vont mener au site des médias, ce qui va leur permettre d'offrir le contenu, mais aussi d'offrir des abonnements, du contenu supplémentaire payant. Donc, ça permet aux médias de survivre, de générer des revenus, parce que contrairement aux influenceurs et compagnie, ils sont pas payés. Les médias ne sont pas payés par les entreprises pour parler des produits. Il Détail faut qu'il y ait important, une source de effectivement. financement autre, d'où les partenariats où on essaie de diviser l'information du contenu publicitaire. On combine ça avec une initiative pour former 5000 étudiants en journalisme au Canada dans les 3 prochaines années pour renforcer leurs compétences numériques. Donc, il y a aussi de la formation qui va être faite auprès des journalistes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ce n'est pas parce qu'on sait bien écrire qu'on a nécessairement les aptitudes numériques. Que nous, on a besoin de cette formation-là, Pascal, toi et moi, là. Peut-être. Ben, Peut-être. je me le demande Savoir comment sérieusement parce utiliser. que, tu sais, il y a toujours une notion, parce que quand on écrit, selon la plateforme, la nature de ce qu'on écrit, il y a un paquet de raisons, il faut changer la façon dont on écrit. Puis je me dis souvent, ou même dont on discute, que nous, souvent, on le fait à l'oral, là. Mais le référencement, toutes ces choses-là, à quel point c'est important dans notre démarche journalistique, c'est des questions assez Ben, c'est ça. intéressantes. En théorie, on ne devrait pas, en tant que journaliste, se soucier du référencement. On C'est ne du devrait pas marketing, écrire. exactement, à la limite. C'est Ouais. ça, on ne devrait pas écrire un article et parfois sur mon site, je me permets de le faire parce que je me dis c'est mon site, mais on ne devrait pas se permettre de répéter 3 fois la même chose en des mots différents pour augmenter. Quel est le meilleur produit de Apple? Je vais vous dire dans cet article quel est le meilleur produit de Apple. Le meilleur produit de Apple, là, je vois ça des fois dans des articles, Ouais. entre guillemets, articles, et puis ça m'horrifie, mais ça ne devrait pas faire partie d'une démarche journalistique, entre guillemets. C'est pas la Il y a job des des techniques de journalistes, référencement. effectivement. Il y a des bonnes Ouais. questions, mais en même temps, le modèle économique est encore basé sur cette formule d'attirer le trafic, n'est-ce pas? Il faut survivre si on veut Exact. continuer. Il faut survivre si on veut poursuivre. Donc, la petite étape est difficile. On espère qu'avec des initiatives comme les vitrines d'actualité de Google, ça va peut-être ramener du bon côté des médias qui font du En vrai, attendant, du vrai contenu. parce qu'il semble-t-il que le nouveau gouvernement fédéral planche sur une stratégie qui pourrait faire office d'espèce d'encadrement parapluie pour tout ce modèle-là où les ententes comme ça à la pièce ne seront plus nécessaires. Ça va être à suivre. Parlant d'entente, moi, je suis bon pour les liens aujourd'hui. Le Santec, qu'on salue en passant, avait des grosses nouvelles cette semaine. La première, ils ont signé une entente de partenariat avec Aéro Montréal, l'organisme qui représente la grappe des entreprises du secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale dans le très grand Montréal, pour les aider à créer, à innover, à commercialiser des technologies, ce qu'on appelle du deep tech, une technologie pour le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale spécifiquement, mais très prometteuse et très facilement, comment on dit ça en français, scalable, étalonnable. Oh, bon sang, étalonnable. Ouais, tu vois, ça va être le lien avec le sujet suivant. Ah voilà, garde ça en note parce que j'ai pas fini. C'est intéressant parce que le Santec, c'est un incubateur. Donc, les gens qui rêvent de travailler dans le secteur aérospatial, mais qui veulent aussi se lancer dans la mentalité, la culture start-up, ont une porte d'entrée intéressante avec le Santec et avec Aéro Montréal pour le faire. Et justement, parce que nous sommes à l'aube de la nouvelle saison hivernale, n'est-ce pas? Ça ne paraît pas parce qu'il fait quand même plus chaud qu'à la normale pour ce mois d'octobre, mais bientôt l'hiver approche. Et pour le Santec, ça signifie une nouvelle cohorte de start-up qu'ils ont besoin de recruter pour l'hiver. Et ils viennent d'ouvrir leurs appels d'offres. Donc, les gens qui veulent se lancer, qui ont toujours rêvé de lancer leur start-up, qui veulent un petit côté ingénieur, un petit côté techno, peuvent contacter ou en tout cas approcher le Santec pour faire part de leur projet, pour être acceptés. Ils vont hériter, s'ils sont choisis, de 12 semaines d'incubation. Et ça, c'est heureusement que vous n'êtes pas un yogourt, parce que 12 semaines d'incubation, votre yogourt, il va commencer à se promener tout seul sur le comptoir. Mais dans le cas de votre projet, ça peut être ce qui fait la différence entre j'ai une idée puis je ne sais pas quoi faire à j'ai maintenant une idée comment commercialiser ce projet-là. Il y a ensuite une aide, un suivi de 24 mois sur l'aide pour votre projet si vous faites partie de la cohorte. Donc, c'est vraiment une belle façon de se lancer. Et on le dit, et je le dis toujours avec le sourire, n'est-ce pas, parce que c'est notre commanditaire, mais le Santec, c'est un des accélérateurs qui, en ce moment, est définitivement très présent dans la scène techno. Donc, ce n'est pas une mauvaise place où commencer si vous êtes du genre à vouloir innover. Évidemment, je vous invite à aller voir le Santec si vous avez des idées dans ce sens-là, mais c'est une porte d'entrée dans le monde de la techno et de l'innovation.
Voilà la difficulté d'avoir un partenaire et de parler objectivement de ce partenaire. On est déchiré, on est sur la ligne fine, Alain. Ben, je veux dire, si mon commanditaire c'était McDonald's, je serais peut-être pas aussi content d'avoir ce partenaire-là, tu vois. Il n'y a rien contre McDonald's, mais disons que Santé Je Canada, ils pense qu'on vient de considèrent perdre que. une belle occasion d'affaires, Alain. Arrête là. Ça aurait Ben été oui, une ben une très, tasse très... de tech, en tout cas, ce serait une mec tasse. Non, oublie ça, c'est même pas. Je ne vais même pas y aller, je vais même pas aller là. Hors de question. Ah, bon, ça, si on soit un chèque, merci. On l'a fait par la bande. C'est peut-être pas comme ça que ça marche, mais c'était une très belle tentative d'aller chercher un nouveau partenaire. Est-ce qu'on parle des anglicismes Parlant que tu as mis? d'anglicisme, vas-y, Pascal. Oui, et je me permets de dire anglicisme avec deux SE. Je trouve Ah, que ça fait excuse-moi, une plus anglicisme. T'as bien ça fait raison. plus anglicisme encore. Il y a l'Office Mhm. québécois de la langue française qui propose un vocabulaire de la sécurité informatique. On va pouvoir maintenant se faire pirater en bon français. Je me C'est trouve très, tellement très plus drôle. agréable. Ah oui, tant qu'à se faire hacker, pourquoi ne pas se faire pirater? C'est beaucoup plus simple. Mais Pascal, qu'est-ce On qu'on fait si propose ce piratage est un hoax? Oui, et c'est un canular, Alain. Et ça, c'est un des Ah, mots. Je n'ai pas vu de grande surprise dans le ici. mot. Parfois, l'Office québécois de la langue française propose des mots qui sont un peu tirés par les cheveux, disons-le, parce qu'on essaie de trouver des équivalences. Je trouve que c'est très juste. Hameçonnage, hachage plutôt que hashing, harponnage plutôt que harpooning. C'est très simple, très efficace. Il y a hoax que j'ai trouvé très drôle qu'on le mentionne là-dedans, parce que je ne l'ai jamais entendu dans les médias québécois. On parle de Je canular sur le t'interromps une web. seconde. Là, ce qu'on regarde en ce moment, ce qu'on voit sur le site, c'est un petit dictionnaire de termes en français. Est-ce qu'on peut trouver les termes en anglais et pour qu'on se fasse proposer l'équivalent en français? J'aurais aimé ça, ça aurait été le fun d'avoir l'inverse, mais je ne Mhm. l'ai pas vu. Fait qu'il faut cliquer sur le mot pour voir c'est quoi, alors que l'inverse aurait peut-être été utile, ne serait-ce que pour le référencement, sauf que tu peux taper dans le moteur de recherche le mot en anglais que tu cherches et tu devrais trouver la bonne définition. Je vois ici mystification. J'aime ça. Mystifié. On dirait que c'est un magicien qui fait ça. Et Ben oui. mystification, c'est le mot spoofing. Oh! Ça, je n'aurais pas pensé. Spoofing, quand on fait un faux site Ben oui. qui trompe la personne, c'est du Ben oui. On le spoofing. voit ici, spoofing. Euh, d'une information auquel aucun accès n'a été accordé, livrer un acte préjudiciable, l'usurpation d'adresse IP, l'usurpation d'adresse électronique, c'est une mystification Eh ou bien, une incitation à la fraude, c'est plus ça du spoofing, hein. C'est bon. du spoofing. En tout cas, si on veut éviter de parler comme les Français de shopping online, on peut utiliser ce super lexique qui, effectivement, nous distingue du reste de la francophonie où les mots français ne sont pas toujours facilement Oui. trouvables. Donc Ouais. voilà, sur le site de l'Office québécois, c'est une fiche terminologique. C'est dans la section, excusez-moi, c'est dans le vocabulaire de la sécurité, la liste des lexiques et vocabulaires. Il y en a entre autres pour le vocabulaire de l'ingénierie, la distance, l'enseignement à distance et le télétravail. J'ai trouvé ça très amusant. Et le vocabulaire de la réalité virtuelle Ah oui, aussi, si vous travaillez dans le c'est bien domaine. ça. Le Donc, il y a la door screen fatigue. effect, est-ce qu'il est là? Je veux savoir c'est quoi l'effet porte de moustiquaire. Ouais, c'est ça. Ou comment dire en français, le Ah, screen. Le il est screen. Je pense qu'on appelait ça quand j'étais certainement petit, là. moustiquaire. En tout cas, il doit Un exister peu, quelque est-ce chose. que moustiquaire? Je ne vois pas un Granddictionnaire.com, c'est moustiquaire. toujours le site de référence pour ce genre de questionnement. Où on se demande c'est quoi la phrase, c'est quoi le bon terme. Et voilà. Donc, Merci c'était Pascal. Est-ce que tu nous présentes le segment entrevue? Oui, tout à fait. Je m'enligne ici. Je suis ici. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Je mentionne que GoDaddy s'occupe aussi du volet cybersécurité. On a reçu un courriel cette semaine qui mentionnait que beaucoup d'entreprises n'ont pas de sécurité sur leur site web et c'est possible avec les sites créés avec godaddy.ca de protéger votre site. Si vous faites de la vente en ligne, il faut s'assurer que ce soit sécuritaire. Et donc, on offre aussi les conseils de sécurité sur godaddy.ca, godaddy.ca. On les aime. Merci beaucoup d'être nos partenaires pour l'émission. On a publié les résultats d'un sondage international où ils indiquaient que les PME québécoises sont les plus insouciantes face à la cybersécurité. C'était le mois, ce mois-ci de la cybersécurité, donc c'est un point pour faire attention à cet enjeu. Tu as fait raison. Parce qu'évidemment, l'économie, on le sait, de plus en plus numérique. On va de plus en plus en ligne pour se procurer de nombreux produits, de nombreux biens, dont des produits de pharmacie. Et justement, il y a à peu près 18 mois, il y a une nouvelle start-up québécoise, un nouveau site québécois qui a vu le jour, qui s'appelle Medzi, Medzy, qui est une pharmacie en ligne. Medzi vient de récolter 2,3 millions de dollars là, en financement pour étendre son offre de services et pour aller dans des directions qui sont très prometteuses.
Et pour en parler, on a sa cofondatrice, Sonia Boutin, qui est avec nous. Bonjour, Madame Boutin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Écoute, très merci bien. d'être avec nous. C'est très gentil. C'est toujours le fun de Ça voir fait des plaisir. startups, des projets ici d'être financés, puis de voir des chiffres conséquents de financement, parce que ça, évidemment, c'est très prometteur. C'est toujours des entreprises locales. Mais dis, pour ceux qui ne connaissent pas ça, est-ce que c'est une pharmacie en ligne? Est-ce que vous faites strictement de la vente de médicaments en ligne? En fait, Medi, c'est une plateforme de technologie qui développe une relation Oh, ça coupe un petit peu de avec mon les autres côté. parties, dont le client. Présentement, est souvent à la maison, puis il y a besoin d'avoir un support de... Pardon? On vous a perdu pendant une seconde, là. Je ne sais pas si vous pouvez. Ah, Je crois que ça a coupé un petit moment. Est-ce que votre non, connexion... pourtant, je suis là. Oui, je suis là. Medi, c'est Ça vraiment marche, une ça fonctionnait il plateforme y a de 15 minutes. technologie qui permet de faire la relation entre le pharmacien. Oh, Ah non, on a perdu Mme Boutin. qu'est-ce qui se passe? C'est le moment. Moi, je suis là. Moi, je suis là. On est de Moi, je retour. suis là. Moi, je suis là. J'ai jamais bougé, alors je m'excuse. Oui, non, mais c'est Donc, sûr que vous êtes. Il n'y a pas de problème. Juste la connexion pendant une seconde a été peut-être. compliquée. Alors, Donc, vous offrez effectivement une solution en ligne de vente de produits. Est-ce que c'est vous qui on vendez reprend direct? la question qui était très... Qu'est-ce que Medi? Medi, c'est une plateforme technologique. Voilà. Mon Dieu, ça va être difficile, cet entretien. Oui, en fait, oui, en fait, c'est nous, la pharmacie, une pharmacie associée à la plateforme Medi, qui est la pharmacie Sonia Boutin, Ah, qui est voilà. associée directement à Medi, qui est la plateforme qui développe la technologie pour la pharmacie et pour le client qui prend ses médicaments en ligne. OK. Donc, vous n'êtes pas une plateforme offerte, par exemple, aux chaînes de pharmacie qui existent déjà au Québec. C'est une plateforme qui se développe. En fait, c'est une plateforme qui développe toute sa technologie pour être offerte effectivement, pas peut-être, mais effectivement à d'autres pharmacies, à d'autres parties prenantes. Ça peut être à l'assureur, ça peut être à d'autres gens qui vont vouloir communiquer avec le patient, prendre en charge le patient pour lui permettre d'atteindre sa santé globale. On sait que le patient, généralement, a ses médicaments, puis c'est le médecin qui le voit en premier, puis ensuite, c'est le pharmacien qui le voit. Malheureusement, à part si on est en hôpital, il n'y a pas de relation vraiment entre le pharmacien et le médecin. Puis le pharmacien possède beaucoup d'informations sur la santé du patient. En fait, c'est nous qui le voyons le plus souvent. On sait s'il prend ses médicaments, comment il peut réagir à ses médicaments, s'il est compliant à ses médicaments. Puis on sait que généralement, lorsque les gens sont en traitement, puis il y a plus que 2 ou 3 médicaments, 70% des gens ne le prennent pas bien. Donc, d'avoir un médecin, puis on sait présentement qu'on entend parler beaucoup d'avoir un médecin de famille. D'avoir un médecin, c'est une bonne chose, mais d'avoir le parti pharmacien qui collabore pour pouvoir aider au niveau de la prise du médicament, c'est essentiel. Puis jusqu'à maintenant, le pharmacien ne faisait pas partie de cette route de communication pour la santé globale du patient. Donc, Medi se prépare, travaille présentement sur la relation entre le client, son médecin, son assureur, pour pouvoir aider le patient à bien prendre son traitement. Puis le pharmacien est toujours disponible. En automatisant nos opérations, on rend le pharmacien extrêmement disponible pour toutes les communications qui sont nécessaires avec le patient. Dans une pharmacie traditionnelle, le pharmacien est très occupé à faire beaucoup d'autres choses que de servir le patient en communication. Puis généralement, ce n'est pas l'endroit non plus pour avoir une certaine je vous dirais, discrétion ou proximité avec son patient. C'est difficile. Donc, alors qu'on sait que la distance rapproche les gens. Plus on est à distance, généralement, plus on est ouvert à communiquer, plus c'est facile d'exprimer ce qu'on a besoin. Donc, nous, on préfère ce mode de communication-là qui favorise vraiment la vraie relation avec le patient. C'est fascinant. En fait, c'est beaucoup de choses que vous venez de dire parce que là, vous répondez à toutes les questions que j'avais ensuite. Oui? Je suis désolée. Non, mais au contraire, la question que je demande, Vas-y, quand Pascal. vous parlez de relation avec le patient, est-ce que c'est en texto? Est-ce que c'est en visio qu'on fait un appel vidéo? C'est le client. Le client choisit son mode de communication. C'est le client qui va dicter la façon dont il veut communiquer avec la pharmacie. Généralement, je vous dirais que le texto présentement est très priorisé parce que les gens sont dans un mode asynchro. Les gens veulent avoir une question puis ils ne veulent pas attendre la réponse de façon simultanée. Donc, le texto est une bonne façon, mais la communication par courriel est une façon, la vidéo est une façon également. Donc, il y a différentes choses. Puis en même temps, c'est que le patient souvent va répondre à des questions qui va le rendre, qui va nous permettre de pouvoir faire un suivi patient. Nous, on vend des traitements en pharmacie, puis c'est difficile pour un pharmacien de suivre son patient pour voir si le traitement est adéquat. Le client va voir son médecin au bout de 6 mois, parfois 1 an, parfois même maintenant 2 ans.
Puis avec la télémédecine, il ne l'aura pas vu depuis les 2 dernières années. Donc, la personne qui le voit plus ou qui a un entretien avec lui, c'est plus souvent le pharmacien. Donc, on va être capable en envoyer un traitement. Puis on sait que les traitements qui sont les plus, peut-être les plus nécessaires présentement, il y a beaucoup la santé mentale, puis il y a l'hypertension. Mais c'est facile en hypertension de savoir si le traitement va bien. D'abord, si on l'a commencé. Est-ce qu'on a commencé le traitement qu'on a envoyé? Il y a beaucoup de gens qui ne commencent jamais leur traitement. Puis deuxièmement, est-ce qu'ils le prennent bien? Puis est-ce que les effets sont les effets qu'on désire avoir aussi ou s'il y a des effets secondaires qu'on voudrait diminuer ou améliorer? Donc, cette relation-là en pharmacie, jusqu'à maintenant, depuis, je vous dirais, les 50 dernières années, qui est la grande révolution de la pharmacie, où c'est devenu un commerce, on n'a pas développé la relation avec le patient. On a fait d'autres choses, de très grandes choses, mais on n'a pas travaillé cet aspect-là qui est nécessaire, à mon avis, à la santé globale du patient. Donc, c'est ce qu'on va faire présentement, c'est ce qu'on fait. Puis le financement qu'on a obtenu nous permet d'aller plus loin dans le développement du produit, puis dans la commercialisation de ce qu'on veut faire aussi. C'est très ambitieux. Pour le consommateur qui veut justement se procurer ses médicaments en ligne, est-ce que n'importe qui peut aller sur votre plateforme en ce moment et avoir tout le monde peut venir en ligne. On est à travers le Québec. Notre vision, puis je voudrais que les initiatives qu'on a ici présentement au Québec, il y a des initiatives semblables à travers le monde présentement. Le marché de la pharmacie se transforme. Ben oui. C'est normal, tous les marchés sont transformés. La pharmacie ne va pas y échapper. C'est inéluctable. C'est juste de savoir quand ça aura pris son grand envol. Donc, nous, on est déjà prêts pour recevoir des clients, mais présentement, en Angleterre, c'est déjà très fort. En Inde, c'est extrêmement fort. Aux États-Unis, c'est très développé. Donc, on n'est pas très loin des États-Unis, c'est ici. Alors, nous, les gens peuvent venir directement avec medzi.ca. Ils inscrivent leur dossier. Nous, on communique avec eux parce qu'on a encore la volonté de bien comprendre le consentement du patient de transférer sa pharmacie. Il faut que le client comprenne qu'on prend en charge son dossier. C'est important que les gens comprennent aussi qu'à tout moment, le client, il possède son dossier patient dans une pharmacie. Hein, c'est le client qui est maître de son dossier. Puis même si une ordonnance n'est pas terminée, le client peut transférer, puis c'est le pharmacien qui transfère le pouvoir d'opérer le dossier patient. Donc, il n'y a pas de dire je vais attendre que mon ordonnance soit terminée dans 6 mois, puis je vais refaire autre chose quand j'aurai un nouveau papier. Parce que plus on avance en techno, plus on s'éloigne du papier aussi. T'sais, on va arriver d'ici 1 an, il n'y en aura pas de papier en prescription. Ça va être de la e-prescription, une prescription électronique qui va être en structure déjà. Donc, on travaille déjà sur ces amorces-là, sur les partenaires qui sont là-dessus. Puis les gens peuvent venir directement à medzi.ca, faire mention de leur intérêt, on communique avec eux, on transfère le dossier, puis on prend en charge. Ce que les gens apprécient beaucoup de ce qu'on souhaite faire également, c'est la confiance qu'on donne dans le modèle d'affaires qui fait qu'on est capable de livrer des médicaments pour plus que 30 jours aussi. Les gens souvent se plaignent de devoir refaire le même exercice à tous les 30 jours, de revenir en pharmacie dans une maladie chronique. Oui. Puis ils se disent, je le sais comment prendre mon traitement. Pourquoi je dois revenir à tous les 30 jours? Le modèle d'affaires est fait comme ça présentement. C'est un modèle commercial qui stimule le client de revenir en pharmacie. C'est normal, c'est ce modèle-là. Nous, on a un autre modèle qui, lui, favorise que le client soit servi aux 90 jours. Donc, avec le consentement du pharmacien, selon l'analyse du traitement, on va potentialiser la durée de traitement du patient. Wow. Vas-y, Pascal. Je vois sur votre site que votre livraison est faite dans des emballages recyclage, dans des emballages super discrets, ce que je trouve super important pour des médicaments. On ne veut pas toujours que les voisins sachent Exactement. qu'est-ce que c'est. Puis le fait que ce soit 100% recyclable, je trouve ça tout à fait louable. Je vois que c'est en carton assez... En fait, oui. En fait, saviez-vous quoi? C'est que les gens ne les prennent pas bien. Ce qu'on veut, c'est vraiment aider le patient dans son expérience de client. Vous savez, les gens, souvent, ils ont trop. Puis je suis la première là, à devoir prendre un médicament et à l'oublier. Puis je suis pharmacienne, puis je suis éduquée, puis je le sais comment c'est important. C'est une question d'habitude, puis c'est une question de programmation. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on aide les gens à planifier leur prise de médicaments en les plaçant déjà en dose. Hein? Vous savez, un médicament du matin, vous en avez 3 le matin, puis un soir. Préparez vos sachets. On va le faire, nous préparer vos sachets pour avoir vos 3 pilules du matin dans le sachet du matin, puis celle du soir le soir, puis vous rappelez que vous devez l'avoir pris. Ce que les gens se demandent toujours, c'est est-ce que j'ai pris mon médicament? Oui. Ils ne se souviennent pas s'ils l'ont pris ce matin. C'est pas long, hein? Des fois, ça prend 1 heure, 2 heures pour dire est-ce que je l'ai vraiment pris? Puis il y a plein de trucs. Mettre la bouteille à l'endroit, mettre la bouteille à l'envers. Donc, nous, on a développé puis c'est un système qui existe, mais on l'a adapté. Ça existe en hôpital. Hein, pour favoriser vraiment la prise des médicaments. Nous, on ramène ça, on démocratise ça, on ramène ça vers le client pour pouvoir l'aider à ne pas les oublier, à les mettre dans une valise quand il part pour 5 jours, puis avoir ses médicaments. Donc, ce qu'on veut, c'est favoriser le traitement. Ultimement, là,
le client, il prend ses médicaments pour être en santé. Hein? Ce n'est pas juste un bien qu'on achète, c'est vraiment un bien pour la santé. Ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment lui attacher la valeur nécessaire pour que le client, ultimement, retrouve sa santé. Puis, on a beaucoup d'enjeux. Là. Avec la COVID, on le voit comment il y a des enjeux. Les gens ont été loin du médecin. Ça a été difficile. Ils n'ont pas vu tout ce qu'ils voulaient. Donc, on devient une ressource super intéressante pour tout le monde. Ouais, vous parlez de la COVID. J'imagine que la dernière année et demie a aidé beaucoup à l'émergence de tous ces services de télésanté comme le vôtre. Est-ce que c'est là pour durer? Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment pris un virage ou c'est juste temporaire Oui, vu les circonstances? tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a légitimisé les exercices. Ça a donné ça a donné toute sa légitimité. Puis je dirais que nous, là, vraiment, que ces investisseurs-là, je vous dirais investisseurs IQ, Investissement Québec et TGI qui sont là présentement, bien, pour nous, ça montre l'importance de la mission qu'on a aussi. Il faut vraiment qu'on puisse être capable d'arriver à transformer cette industrie-là pour donner, à mon avis, une valeur autre que juste celle d'un bien, ce qui nous permet de nous protéger aussi contre des grands joueurs qui peuvent peut-être vouloir prendre un marché comme celui-là. Tant que le médicament va rester... beaucoup. Exactement, comme vous dites. Tant que le médicament va rester un bien, il y aura toujours une course au prix. Dans un bien, c'est toujours la course au prix, c'est toujours ce qu'on va chercher. Présentement, on sait que en 2020, les facteurs qui faisaient qu'un client cherchait un bien depuis quelques années, puis la COVID l'a montré, mais il y a l'expérience client qui est importante, la facilité, l'expérience. Le prix est un facteur également, mais plus que ça, le médicament, il faut lui redonner un peu sa lettre de noblesse. Pourquoi on le prend? Pour être en santé. Qui va m'aider? Le pharmacien. Donc, on devient disponible pour le pharmacien, puis c'est facile. Puis je pense que toute la notion de non-synchro, hein, la synchro, rend ça encore plus intéressant parce que vous pouvez faire un texto le matin, recevoir la réponse plus tard en journée, puis avoir votre confirmation, tout va bien. Tandis que souvent, quand on veut parler, prendre sa voiture pour aller en pharmacie, pour avoir une réponse, c'est peut-être pas la meilleure solution maintenant encore. Donc, il y a moyen de changer les choses puis d'avancer dans cette discipline-là. C'est ce qu'on est en train de transformer. C'est assez fascinant. Vous allez prendre de l'expansion avec votre financement, c'est intéressant. Je vous poserai une dernière question plus largement parce que c'est un enjeu, la santé, la télésanté. Il y a cette notion de données d'utilisateurs, données de la santé. Le gouvernement a dit il n'y a pas tellement longtemps que pour eux, c'est une mine d'or, l'information qu'on peut tirer, évidemment, anonymisée et tout le kit. Est-ce que c'est quelque chose dans quoi vous voulez participer, ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez effectivement un potentiel ou si on n'a pas besoin de cette... Mais il y a deux choses. Il y a deux volets à votre question. D'abord, il y a la question, le volet de la confidentialité. Si nous, on travaille avec des gens qui nous partagent des problèmes de santé, on est soumis par des règles canadiennes, le PIPEDA, en fait, qui fait qu'on doit garder nos informations au Canada. Donc, on est vraiment, nous, notre priorité demeure toujours le respect puis la protection des renseignements du patient. Bien sûr, si dans la règle où tout est bon, dans la mesure où les choses sont conformes, puis qu'on est capable d'aider quelque chose qui va être d'une plus grande valeur, c'est des choses qu'on peut regarder. Mais notre priorité demeure vraiment toujours la protection des renseignements du patient. Il y a une notion de recherche, je pense que, en tout cas, évidemment, c'est souvent mal expliqué, cette notion de données, mais si on peut l'utiliser de façon anonyme et confidentielle pour faire avancer la recherche, on peut voir l'avantage, mais effectivement, il faut faire attention. Et il y a déjà des règles en place pour les respecter. C'est quoi la prochaine étape pour Medzi? Là, vous recevez des fonds et c'est quoi la prochaine nouveauté à laquelle il faut s'attendre? Mais présentement, c'est vraiment l'accompagnement du patient, un peu comme un concierge santé. Vous savez, le client, il y a des ambitions de demeurer en santé puis de vivre vieux généralement. Puis c'est vraiment de l'accompagner là-dedans. Je pense qu'on devient un peu par verticale, en fait, des verticales de santé, des spécialistes, puis être capable de l'accompagner dans tout son parcours, lui trouver les alternatives nécessaires pour ses besoins. Donc, devenir un peu comme son concierge santé par verticale. On a développé jusqu'à maintenant une opportunité qui était très intéressante. Vous savez que les pharmaciens ont le droit de maintenant faire plus d'actes. Et on peut faire des actes de prescription maintenant aussi. On prescrit la Novula en pharmacie avec Medzi.ca. Vous pouvez arriver directement, s'il n'y a pas de prescription, entrer directement chez nous, puis avoir votre ordonnance qui est répétable aussi, demeurer dans le circuit avec nous. Donc, il y a des opportunités qu'on va prendre comme pharmaciens qui sont dures à faire dans une pharmacie plus traditionnelle, qu'on va développer de plus activement. Puis dans le reste, c'est d'y aller directement dans l'accompagnement du patient, puis aussi de devenir un partenaire, de s'infiltrer dans la relation avec le médecin de façon convenable. Vous savez que le pharmacien, c'est encore le seul professionnel de santé, en fait,
toute la santé est basée là-dessus, qu'on Mhm. travaille encore avec des fax. Nous, c'est des fax qui justifient nos communications. Donc, nous, on communique par un retour de fax à un médecin qui nous retourne un fax à nous. Ce n'est pas très efficace. Donc, ce qu'il faut, c'est faire partie du même écosystème que le médecin. Ils ont des dossiers médicaux électroniques. On a des dossiers de prescription, nous aussi. Comment nos dossiers vont se joindre? Comment notre communication va être efficace pour optimiser la santé du patient? Donc, ça, c'est vraiment un travail avec lequel on va développer, on va s'acharner beaucoup dans la prochaine année, puis d'accélérer nos forces pour être à travers le pays également. Parce que la pharmacie est gérée par province. Chaque province a ses règles et ses normes. Donc, c'est vraiment des règles provinciales. Mais présentement, on veut se présenter comme un joueur national également, puis être disponible pour toutes les autres provinces dans les prochains mois. Ça va être intéressant de suivre l'évolution de votre plateforme. Oui, je vous invite à suivre ça. Avec attention. Merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. Sonia Boutet, donc cofondatrice de Medzi, MEDZY, pharmacie en ligne qui se trouve au medzi.ca. Merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. Merci, puis bienvenue à tout le monde. Allez, à la prochaine. Au plaisir, au revoir. Je naviguais sur le site du coin de l'œil et je trouve ça fascinant comment c'est super. Ça donne pas le goût d'attendre à la pharmacie du coin. Écoute, ça devrait exister depuis 40 ans, parce qu'Internet n'est pas si vieux, mais beaucoup de gens appellent à la pharmacie pour se faire livrer leurs médicaments. Les gens qui ont déjà une prescription. C'est comme l'étape suivante, puis ça devrait exister ça aurait dû exister il y a longtemps. La pandémie a accéléré ce virage. C'est ça, puis ceux qui viennent en personne ont du moins bon service parce que tout le monde réserve à l'avance et là, on attend 20 minutes pour une petite crème qui devrait prendre. Écoute, c'est compliqué. Exact. Alors que là, on commande par Internet et puis j'aime le concept. Honnêtement, je ne savais même pas qu'on pouvait le faire au Québec. J'ai appris plein de choses. Voilà, alors le prochain coup que tu es malade, tu peux faire ça. Pharmacie Pascal, je t'invite à préparer ton gros appareil informatique pendant que je vous rappelle à tous qui nous écoutez. Une tasse de tech peut être visionnée en direct sur notre page Facebook, bien sûr, facebook.com/une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube où on la découpe en morceaux pour le fun, pour la rendre plus comme des amuse-bouches de techno. Je suis dans l'allégorie alimentaire, clairement, avec cette balado-là. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify. Il y en a plein. Vous allez la trouver, c'est sûr, grâce à notre partenariat avec C23. L'entité numérique de la grande famille Cogeco. Allez voir ça, allez écouter ça. On a du stock en masse. Il y en a pour tous les goûts. Et vous venez de le voir, là, on parle de sujets assez sérieux et assez cool, merci, avec des gens qui sont les mains dans la pâte, n'est-ce pas? Donc, ça vaut la peine et c'est toujours extrêmement intéressant. Je le dis parce que je suis le premier à me regarder faire ça et je trouve ça super intéressant ce qu'on fait parce que sinon, je n'inviterais pas ces gens à une balade. C'est vraiment un sujet intéressant, Pascal. Tu as une machine qui m'intéresse drôlement sous les mains. Oui, la bête de Microsoft. Oui, la Surface Laptop Studio de Microsoft avec un écran de 14,4 pouces tactile. Qui rend vraiment heureux, tactile, ce qui n'est pas offert sur le laptop que tu vas présenter, je dis ça comme ça. Truc particulier qui m'a surpris quand j'en ai fait l'essai, je l'ai apporté à Vienne, il m'a très, très, très bien servi. Il n'a que 2 ports USB-C. C'est des ports Thunderbolt 4, donc ils sont très performants, on peut faire plein de choses avec, mais on n'a que 2 ports d'un côté seulement de l'appareil. On a une prise d'écouteur, donc on peut écouter si on veut, même si c'est très possible. Il y a des très bons haut-parleurs avec du Dolby, Dolby Surround, je ne sais pas lequel, là. Dolby Vision, excuse-moi. Vision pour l'écran, c'est pour l'audio, mais pour le son, c'est Atmos. Écoute, ça sonne très bien. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est pas la première chose qu'on remarque. Ce qu'on remarque en premier, c'est le moniteur qui pivote. Là. Et c'est ça l'affaire. Je m'en allais là, mais c'est vraiment la caractéristique particulière, c'est qu'il se transforme en tablette. Et donc, le mouvement de charnière, si vous ne l'avez pas vu, dans la présentation de Microsoft, j'avoue avoir fait « wow » quand j'ai vu ça. Parce qu'en apparence, c'est un laptop tout à fait conventionnel. Là. Donc, il n'y a pas de charnière étrange, il n'y a pas de... Mais on peut tirer l'écran vers soi et il se transforme en mode tente ou encore carrément en mode tablette. Ce qui est particulier du mode tablette, c'est qu'il n'est pas parfaitement plat. Le mode tablette fait que l'écran a un léger angle, ce qui facilite. Écoute, c'est très subtil, mais ça permet de bien écrire avec une légère petite... Donc, c'est pas exactement un défaut, là, c'est ça que tu es en train de nous dire.
Non, ce n'est pas un défaut, sauf que ça rend le laptop plus épais qu'une tablette. Si quelqu'un veut avoir l'expérience d'une tablette avec les laptops dont l'écran pivote complètement pour recouvrir, ou qu'avant le Surface Studio, tu pouvais carrément enlever l'écran, flipper l'écran, tourner. Et là, tu avais quelque chose de quand même assez mince. On avait quand même un petit angle, mais ça me semblait légèrement plus mince. C'est une belle bête, hein? C'est une grosse bête aussi. Ce n'est pas le plus mince des laptops. C'est un ordinateur fait pour travailler. Je ne suis pas infographiste. J'ai lu que la carte vidéo n'était pas la plus performante Il y en là-dessus. a deux, en fait. Ouais. Il y a la Iris X de base, qui est la carte intégrée au processeur Intel Core 7, Core i7, je devrais dire, qui est la plus récente, la 11e génération, je crois, de ce processeur-là chez Intel. Mais il y a aussi une carte NVIDIA GeForce, dont j'ai oublié le détail, là, sur les versions plus haut de gamme, qui fait un peu mieux. Mais effectivement, c'est pas. Selon le contexte, il peut avoir des limites. Tout à fait. Oui, parce qu'on parle toujours évidemment de la comparaison avec le MacBook Pro que tu vas présenter dans quelques secondes. Est-ce que On va y tu peux me revenir. permettre de pointer des... Je serais curieux de les avoir côte à côte, hein, parce que c'est Là, quand même une très belle je vais te faire machine. un aveu, je ne te l'avais pas dit à date, mais je l'ai trouvé tantôt. Ça vient avec le Magic Pen, ce truc. Je pense qu'il l'appelle. Il appelle Ah, le Magic Pen? Regarde ça, voilà, c'est pas tu beau. l'as, le Magic Pen, tu l'as. J'ai Ah, moi, je découvert, ne j'ai l'ai réalisé que je pas. l'avais. Écoute, jusqu'à il y a une demi-heure, je ne m'en rappelais même pas, mais je l'avais. C'était un peu Le, bizarre. le- le- le stylet, parce que oui, ça fonctionne avec un stylet aussi, Exact. le stylet qui est compatible avec la Surface, Écoute, c'est mais super brillant, ça. C'est mieux que oui, l'ancien. Le Surface avant, il fallait l'accrocher ici, là, sur le côté, puis sur c'était le pas commode. côté. Regardez ça, Et c'est. celui-là permet, on peut l'accrocher devant. Sauf que si on a l'ancien stylet, il est, écoute, 2 mm trop gros pour être en Non, dessous. non, il est arrondi, donc c'est peut-être. Ouais, Comme le slim est plus mince, il y a aussi le Slim Pen, du merci. haptique. Mhm. Moi, j'ai le vieux stylet de l'autre surface précédente et quand on le place dans le logement qui est en dessous du pavé tactile, il y a une espèce de promontoire, une espèce de petite sur les Protubérance? côtés. Non, mais c'est que le laptop est comme surélevé. Ah, OK, dans ce Il y a une sens-là, oui, il y partie a un plus mince, il espace, n'est pas effectivement. arrondi sur les côtés, il est carré, mais il est comme sur un piédestal. Voilà, c'est le mot que je cherchais, un léger piédestal de quelques, quoi, peut-être 5 mm, 6 mm, et le stylet fait peut-être 7 mm. Et donc, quand on place le stylet dans le logement qui se trouve sous le pavé tactile, c'est trop. Donc, il faut le stylet slim. Il faut vraiment l'acheter si on prévoit pour un maximum de plaisir. J'avoue que le feeling, quand j'ai eu besoin d'utiliser la version tactile, la sensation de tirer sur l'écran pour la déployer et de la replacer, j'ai trouvé le geste magnifique. Ouais. Le clavier est fantastique, pavé tactile, j'ai adoré. Le son, je l'ai trouvé fantastique. C'est un très, 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 très beau laptop pour quelqu'un qui, comme on dirait, c'est le meilleur laptop que Microsoft n'a jamais produit, Pour reprendre l'expression ce qui n'est consacrée, pas, oui, ce qui est effectivement. pas surprenant à quelque part. C'est un appareil qui coûte Est-ce cher, mais qu'on ne regrettera pas d'avoir acheté, j'ai l'impression. Et c'est ça. Est-ce que c'est Mhm. pour tout le monde? Est-ce qu'on va se servir beaucoup du volet de tablette? Moi, je me demande toujours le scénario d'utilisation. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'écrire? Est-ce qu'on écrit vraiment avec un stylet? Personnellement, pour moi, c'est très rare. C'est souvent parce que je fais des présentations vidéo, j'encercle des trucs, j'adore ça. Le mode tablette, donc, n'est pas nécessairement crucial pour moi, mais pour quelqu'un qui est infographiste, ça peut être un gros plus. Mhm. Et ça fonctionne aussi très, très bien. Donc, je Ouais, trouve que c'est un laptop très surprenant. C'est à partir de 2000 quelques dollars, 2049, je crois, pour le modèle de exact. base. Donc, 2049 pour le modèle de base, ben, on n'a pas 2500, nécessairement. 2600 bien équipé, ouais. C'est Mhm. ça, si on le veut pour un petit peu plus de durabilité, mais ça reste une très, très belle machine. Ça, c'est 16 GB de RAM, 256 GB de SSD pour le modèle de base, ce qui n'est pas gênant là, à Exact. 2049. Mais si on veut avoir jusqu'à 32 GB de RAM, ben là, on monte avec un disque dur de 2 TB, on va jusqu'à 3949. Mais ça, Ouais, c'est le full equip, déjà un 2 peu mieux. TB de disque dur SSD. Beaucoup. C'est une belle machine. Mais c'est la mémoire vive qui compte. C'est ça qui va faire durer votre machine. Rappelez-vous toujours. Le reste, La mémoire vive. Thunderbolt 4, un disque externe, va faire la job. On peut toujours utiliser un disque externe, mais c'est ça. Si on veut avoir le 32 GB de RAM, 3449, on ne s'en sort pas. Vous pouvez mettre la gomme. Ah là là, c'est une belle Merci, machine. Pascal. C'est une belle Merci à machine, c'est toi. très vrai. J'ai hâte que tu me J'en ai parles une. du tien parce qu'il paraît qu'il est extrêmement costaud côté J'en ai une pas performance. pire cool aussi, ouais. J'ai reçu pour essai donc le MacBook Pro édition automne 2021.
qui a été entièrement revu, n'est-ce pas? Si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez que Apple a un nouveau processeur, deux nouveaux processeurs, en fait, déclinés de son processeur de base, qui est le M1. Donc, le M1 Pro, qui est le processeur au-dessus du M1, et le M1 Max, qui est au max. Donc, on ne peut pas aller plus loin. C'est comme ça que je me le dis, parce que j'avais l'impression que le Pro devrait être le plus puissant, mais non, c'est le contraire. Le Max, c'est le Non. plus puissant. Ouais, Max, on veut Max. Dans tous les cas, on parle d'un appareil qui est facilement 3 fois plus performant que le MacBook Pro précédent. Moi, j'utilise, parce que c'était ma machine de travail jusqu'ici, le MacBook Pro d'il y a 2 générations, avec le clavier qui fait un bruit incroyable. Et sérieusement, ça n'a aucun bon sens, la différence de performance. La nouvelle machine, elle est instantanée. L'ouverture prend même pas 10 secondes. Les applications se lancent. Vous savez, quand on utilise un Mac sur macOS, en bas, il y a le dock et les icônes bondissent. Boing, boing, boing. Ça fait même pas boing, boing, ça fait boing, boing, puis c'est ouvert. Moi, je ne vous dis pas ça en termes de gigahertz, je vous dis ça en termes de boing. Ça va vite. Il y a beaucoup moins de boing qu'avant. Et si jamais quelqu'un le reprend et qu'on crée une nouvelle façon de parler d'ordinateur, tant mieux. Mais globalement, gain de performance à tous les niveaux. J'ai eu droit à la version avec le processeur M1 Pro. Donc, ce n'est même pas la version la plus puissante, mais c'est l'écran de 16 pouces. Combiné ensemble, c'est vraiment excellent. Il y a des applications très pointues pour l'utiliser. On ne s'en cachera pas, le MacBook Pro n'est pas pour tout le monde. Je peux peut-être même l'ouvrir. Il y a... je vais faire plaisir à Pascal. Vous voyez ici, il y a une encoche avec une caméra qui est super bien, la caméra 1080p, parfaite. N'a pas Face ID. Par contre, il faut mettre son doigt juste ici pour déverrouiller. Voilà. Donc, ça, c'est un peu une limite. Cela dit... Pourquoi l'encoche n'a pas FaceTime, n'a pas Face ID? Aurait pu On ne sait pas. servir. On sait que Windows Hello sur Windows 11 et sur la plupart des laptops Windows fait très bien. On se reconnaît avec le visage. N'a pas ça sur le macOS. Le MacBook Pro n'a pas ça, donc c'est une limite. Cela dit, on a juste à mettre le doigt sur le petit bouton, puis c'est pas plus grave, même si c'est pas idéal, mais Face ID et l'autre ne fonctionne pas non plus quand on l'éteint et qu'on l'utilise sur un moniteur externe, ce que beaucoup de gens font, parce qu'on a des sorties en masse. On a une sortie HDMI, on a 3 ports Thunderbolt 4, et il y a le retour de 2 choses. Il y a le retour, si vous voyez ici, de la fente SD, pour les cartes mémoire. Pour les gens qui font beaucoup de photos, c'est très utile de pouvoir le faire. Et on revient avec le MagSafe. Tout le monde dit on revient avec le MagSafe, mais en principe, c'est une nouvelle génération de MagSafe et le câble est dans la boîte. Donc, ce n'est pas un gros tracas. La raison pour laquelle on est revenu à ça, c'est qu'on cherchait une façon de charger très rapidement. Et le MagSafe 3 permet une recharge à 140 watts, qui est beaucoup plus que 100 watts de USB-C du Thunderbolt, qui, je crois, est le maximum. C'est 100 ou 110 watts. Et ça permet d'aller chercher cette autonomie de 17 heures minimum sur la version à 14 pouces du MacBook Pro et de 21 heures sur la version sur l'écran de 16 pouces. Et moi, je suis emmêlé dans mon propre fil de recharge. Et cette autonomie-là, ce qui est intéressant, et c'est un gros plus du MacBook Pro, c'est qu'elle offre 100% de la performance du processeur et des composants. Souvent, quand on a un gros laptop, on a une grosse machine avec Windows, entre autres, on tombe en mode économie d'énergie quand on est débranché. Quand on est sur la pile, il n'y a pas ça là-dessus. C'est 100% tout le temps, peu importe. On a quand même un bon 14 heures, je veux dire, de vraie bonne batterie d'utilisation. Peut-être pas 17 mais 21, mais déjà 14 sans se brancher nulle part, c'est plus qu'une journée de travail. Et là, on parle d'édition vidéo, on parle de grosses mécaniques. Là. On parle vraiment de faire des choses assez impressionnantes. Donc ça, c'est tout à l'avantage de cet appareil-là qui fait vraiment du bon travail de ce côté-là. Il y a un autre truc, on ne peut pas vous le traduire dans la balado parce qu'on n'est pas diffusant de Dolby Atmos ou en peu importe, mais il y a aussi un système de son à 6 haut-parleurs avec 6 micros qui est compatible avec les protocoles, le fameux son spatial sur lequel Apple insiste beaucoup. Et sérieusement, c'est un système de son, ça vaut le prix d'un système de son qui coûte le même prix que le MacBook au complet. Le son, sérieusement, je ne m'attendais absolument à rien. Et sérieusement, c'est pas de l'enflure verbale. Le son qui sort de cet ordinateur-là, en mode spatial, c'est écœurant. On n'a jamais rien entendu de tel sur un laptop à ce jour. C'est super vrai. Là. C'est pas juste pour être dans le buzz ou dans l'air du temps. Là. Il faut l'entendre pour le croire. C'est super vrai. Évidemment, c'est un laptop. Pas sûr que j'écouterais la télé là-dessus ou même la musique de façon générale. Je préfère avoir mon système de son, mais quand on n'a pas le choix, c'est pas pénalisant d'écouter de la musique sur cet appareil-là. C'est pas pénalisant non plus d'écouter de la vidéo parce qu'on a l'écran très lumineux avec HDR et tout le kit. Donc, même parce qu'évidemment, Apple va dire regardez nos séries sur TV+, Apple TV+, et vous allez voir que c'est excellent. Peu importe la source vidéo, les vidéos jouent très bien. Les communications, évidemment, Wi-Fi, tout ça se font très bien. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et dans l'ensemble, c'est une super machine. Elle a beaucoup de qualité.
Elle a aussi un gros défaut, elle coûte au bas mot 2400 ou Et voilà. 3150 3150, c'est la version de base de la version à écran 16 pouces. C'est pas donné. Par contre, ce qu'Apple a fait, c'est qu'ils ont élargi leur gamme de produits parce qu'en créant ces produits-là plus haut, on peut créer des appareils. Hey, j'ai dû perdre ma caméra, moi, là. Tu as encore perdu ta Alain, tu as besoin d'une nouvelle caméra. J'ai l'impression qu'il va falloir. Mais c'est pas C'est ma le caméra, je pense que chroniqueur techno mal caméraisé. c'est mon vieux portable qui fait ça. Vous voyez une carte graphique qui a du bon sens, qui a souvent été un défaut chez Apple d'ailleurs. Là, on a une carte graphique, semble-t-il, sur le nouveau MacBook Pro, j'en profite, ça tombe bien, qui ne provoquerait pas ce genre de problème-là sur une diffusion en direct. Ça comme ça. Mais effectivement, pour le prix, ça va très loin, ça coûte très cher. Ça permet probablement à Apple d'offrir éventuellement d'autres produits entre le MacBook tout court et son MacBook Pro. Nous, au quotidien, les journalistes, on est dans les médias, on fait du texte. Hein? On fait souvent traitement de texte, c'est à peu près le plus fort qu'on fait. Un peu de retouche photo dans certains cas, mais on n'est généralement pas photographe. Il y a beaucoup de gens qui, par habitude, achetaient le MacBook Pro, même si c'est un peu surfait. C'était pas si pire à une époque où le MacBook Pro était pas si plus pro que ça par Non, rapport c'est au ça. Il n'y avait MacBook de pas base. beaucoup plus. Il n'était pas beaucoup plus coûteux, mais il y avait plus de features, il y avait plus de ports, il y avait plus de choses, le fun pour un Mais là, je ne mettrais journaliste. pas un journaliste à acheter un MacBook Pro parce que c'est beaucoup trop puissant. Fait que le MacBook Pro 2021 est trop pro pour bien des gens, disons-le comme ça, alors qu'avant, il n'était peut-être pas assez pro pour être vraiment pro. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il y a vraiment cette frontière qui existe là, cet abîme qui existe entre le pro et les modèles non pro maintenant, qui va probablement permettre à Apple à long terme de créer d'autres créneaux, d'autres produits dans sa gamme de MacBook. Mais pour les gens qui cherchent une machine top, point de vue puissance, à part le fait qu'il n'y a pas toutes les applications encore 100% à fond sur le processeur M1 d'Apple, là, mais elles fonctionnent, elles ne sont juste pas optimisées. Ça, c'est juste une question d'attente parce que ça va se faire. La machine est tellement puissante que ça va attirer les développeurs de gros logiciels. Il y a une lacune à ce niveau-là. Il n'y a pas tous les jeux, par exemple, qu'on souhaiterait avoir. Le gaming sur les produits Apple n'est pas encore au niveau qu'il est sur le côté Windows. Donc, les gens qui sont plus consommateurs et qui cherchent une machine pour tout faire, incluant sortir le contrôleur puis jouer une coupe de jeux, on n'est pas tout à fait encore rendu là. Apple se croise les doigts et se dit espérons que notre machine est tellement puissante que les éditeurs vont faire l'effort, mais ça reste quand même un vœu pour l'instant, donc ce n'est pas entièrement réalisé. Mais sinon, par le prix, j'ai de la misère à trouver des défauts à cet appareil-là. Bon, c'est pas tactile, il y a une encoche dans l'écran, il n'y a pas de Face ID. Je te dis ça de même, là, vite, vite. Ben, tu fais bien de le dire, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, le tactile, c'est définitivement une limite. Quand on ouvre un appareil Surface ou un PC puis qu'on a l'écran tactile, la souris, on l'oublie très, très souvent. Le pavé sur MacBook Pro est gros. Bon, OK, ça fait la job. Là, on ne perd pas de choses qu'on peut faire. Mais au point de vue ergonomique, l'écran tactile, effectivement, c'est la prochaine frontière pour les Macs parce que c'est clairement quelque chose qui manque. Le Face ID, c'est débattable. L'encoche, à mon avis, c'est une question esthétique. J'en ferai pas un gros cas, mais définitivement, Moi, l'écran j'en fais un tactile. gros cas, l'encoche, c'est mal. Je trouve, là, si on a fait pour la Planète Techno à l'émission, je parlais de l'encoche et j'avais demandé au monteur de mettre une encoche dans l'écran. Et après 3 secondes, il faut enlever ça, c'est lettre. C'est exactement ce qu'on voit dans l'écran de ton Mac. Je voyais que quand tu le présentais, je ne voyais que l'encoche. On doit l'oublier. Évidemment, c'est dur, mais je trouve ça dommage que tant qu'à mettre une encoche qui n'ait pas fait le Face ID, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans le raisonnement là. C'est peut-être qu'on s'en va vers une caméra web incrustée, invisible dans l'image, je ne sais pas. C'est pas impossible. Ça aurait pu être l'option. Ça aurait été l'affaire innovatrice qu'on fait déjà du côté Android, qu'on fait déjà sur certains laptops et tout. Mais je conçois que c'est une super belle machine de performance. Non, puis je suis content qu'on ait cette discussion-là sur l'encoche aussi. Ça permet de voir les deux points de vue, puis effectivement. C'est ça, c'est l'autonomie 21 heures, jusqu'à 21 heures avec le Surface Studio, le Laptop Studio. À un moment donné, je commençais à avoir peur de manquer de piles dans un vol de 7 heures. Oui, ça, c'est embêtant. J'en ai pas manqué, là. Ça a bien été, mais je n'ai pas utilisé 7 heures non plus. Mais à un moment donné, j'étais comme, voyons, est-ce que je vais me rendre? Là, tu vois la pile qui baisse à 30 tu vas, voyons, je me demande que, ouf, il reste encore 3 heures de vol, est-ce que je vais me rendre? Ouais. Et ça, c'est le genre de petits détails qu'avec un MacBook Pro, tu n'as pas. Puis quand tu parles de gaming, je me dis, c'est tout à fait légitime qu'un ordinateur pro soit conçu pour le travail et pas une excuse pour faire du gaming. Ce n'est pas un ordinateur puissant. Si c'était, par exemple, le MacBook Max, pensé pour le gaming, là, tu dis, OK, on met des fonctions de gaming. Ah oui, ben là, ouais. Je pense que les fonctions de gaming sont toujours appréciées
pour le travail, parce que tu travailles plus vite, c'est plus performant, l'écran a un rafraîchissement plus élevé et tout, mais de confondre pro et gaming, je pense qu'Apple n'est pas, c'est pas une mauvaise idée de Non, séparer les deux. je vais nuancer ceci, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui utilisent un MacBook Pro pour faire des applications de gaming pour les plateformes mobiles d'Apple. Ben oui, oui, Alors tout de à là, fait. tu dis, ben, tu sais, il y aura peut-être cette possibilité de bifurquer vers les ordinateurs de bureau, mais là, effectivement, regarde, tu as tout à fait raison, c'est un pro. Pro veut dire professionnel, donc un usage Ouais. spécifique. Super machine. Je pense que ce que j'en retiens, c'est que les prochains processeurs d'Apple risquent d'être assez. Et il y a du travail à faire chez Intel pour revenir Oui. dans cette course-là, parce que clairement, je l'écrivais, j'ai fait un article là-dessus dans Le Devoir cette semaine. Je disais la loi de Moore vient de prendre un sacré coup de vieux parce qu'on n'est Oui. plus sur le nombre de transistors sur une puce, on n'est plus sur la dimension, les nanomètres d'un processeur pour expliquer strictement les gains en performance. On est aussi dans l'intégration d'un système sur puce, un système on a chip, l'interaction entre les différents composants. Et Apple a compris ça avant Intel. Et bravo pour Apple, mais plus chou à Intel qui a comme tardé à allumer là-dessus. C'est vraiment là où ça fait la différence. Oui, puis on le voit avec le Pixel 6, Pixel C'est un autre 6 bel Pro, exemple. Ouais. qui est assez formidable, là. Il y a plein d'enthousiasme, il y a des pénuries partout. Je pense que c'est le téléphone du moment parce que justement, il a sa propre puce Ouais. et il est moins cher qu'Apple. Et là, Ben, donc, on a c'est les ça, meilleurs délais. C'est comme wow! pour l'avoir utilisé aussi depuis une semaine, et on y reviendra, le Pixel 6 Pro, mais il a complètement renversé ma préconception que j'avais, parce qu'à mon avis, c'était la dernière chance dans la mobile pour Google. Et là, du coup, je suis comme, finalement, il pourrait continuer. Qui pourrait continuer. Mon Ouais. feeling, c'est que la première version, à moins qu'il cafouille par la suite, le Pixel 6 et 6 Pro m'emballent énormément. Ce que j'ai pu faire avec la version Pro, Mhm. c'est assez surprenant, c'est rapide, c'est Ouais, efficace, c'est bien fluide. d'accord. Et je le répète, c'est moins cher que du côté Apple. Et c'est le téléphone de l'année. Ce n'est pas un téléphone qui date de 2 ans qui est vendu moins cher, là. C'est vraiment Non, exact. une Non, puis belle je veux dire, différence. Apple, on n'a pas besoin de revenir sur la stratégie de prix d'Apple. Ils ont leur clientèle, ils ont leur marge, ils ont leur façon de faire, mais effectivement, cette année, il y a un gros challenge du côté de la mobilité avec ce produit de Google. Un Et gros on va y défi. revenir, mon cher ami, dans une prochaine émission, parce qu'il reste du temps d'ici Noël pour revenir avec une tasse de tech Mhm. encore fraîchement moulue, n'est-ce pas? Là, on est comme rendu dans on est en mode allongé en ce moment dans notre tasse de la semaine. En saison de prolongation. Aïe, aïe, aïe. Mais merci.